pourrait tenir notre tournoi. On ne peut pas le faire en fonction des heures qui restaient disponibles, puis c'est très, très rapproché. Mais là, comme on prolonge la durée de vie de nos arénas, bien, probablement qu'il va y avoir des possibilités de ce côté-là. Même chose pour le patinage libre. Alors donc, dans le lancement de cet été, Je parcours Lévis, on annoncera bientôt la programmation de cet été, Je parcours Lévis, qui avait offert l'an dernier, donc quelques 200 activités d'animation dans une cinquantaine de parcs. Le succès a été incroyable et c'est la raison pour laquelle nous allons revenir avec cet été, Je parcours Lévis. Mais attention, il y aura un élément spécial. On avait pris l'engagement de le faire, lors du confinement, parce qu'on s'attendait, souvenez-vous, en 2020, on s'attendait à ce que les activités allaient reprendre normalement en 2021. Finalement, 2 ans plus tard, on est encore aux prises, donc, avec cette problématique-là. Mais là, je pense que tous les espaces sont permis. Donc, l'engagement qu'on avait pris, si bien sûr les mesures le permettent, alors c'est des feux d'artifice en simultané dans chacun des arrondissements qui vont venir souligner le départ de cette activité cet été, Je parcours Lévis. Puis en passant, on va mettre à contribution nos commerçants dans chacun des arrondissements pour ces feux d'artifice qui seront déclenchés en simultané dans chacun des arrondissements, quelque part au début du mois de juin, avant que les activités de cet été, Je parcours Lévis, puissent commencer. Alors ça, pour nous, c'est important. Alors donc, on veut aussi adapter notre campagne d'achat local au processus de déconfinement qu'on connaît actuellement. C'est la raison pour laquelle, donc, tel qu'on l'a annoncé en janvier dernier, en plus des programmes d'aide financière qui vont accompagner nos entreprises, on va bonifier au cours des prochains mois notre vigoureuse campagne d'achat local, meilleur ici, meilleur à Lévis, qui a connu un vif succès. Évidemment que le confinement qu'on a connu au cours des derniers mois, on avait mis un petit peu un haut là là-dessus, mais là, on va reprendre avec très grande force donc ces activités-là. On va aussi soutenir nos commerçants pour les assister à travers ces temps difficiles. Et la campagne va être réajustée aussi en fonction du déconfinement progressif annoncé mardi. Donc, je le réitère, on est en train de mettre au point notre programme d'aide financière aux commerçants. Bien sûr, on a notre programme de prêt de garantie de prêt dont la plupart de ces prêts-là ont été convertis en aide financière de subvention. Mais ça, je vous parle uniquement ici du petit programme qu'on a mis de l'avant pour l'aide directe aux commerçants. On a mis 1 million, mais s'il le faut, on va en mettre plus. Alors, c'est un peu l'équivalent de ce que Québec a fait, mais eux autres, ils l'ont mis au niveau de la taxe. La taxe, nous, on le met en subvention directe à tous les commerçants. Et on va ajouter 1 000 $ par commerce pour les secteurs d'activité qui ont été fermés abruptement en décembre. Les restaurants, les salles de spectacle. Alors ça, pour nous, c'est des éléments qu'on va couvrir, là, tous ces petits commerces qui ont été fermés sans avertissement, donc avant les fêtes ou pendant les fêtes. Alors, eux vont avoir droit à une bonification à 2 000 $. Alors donc, vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, mais des fois, ça permet donc d'acheter quelques pièces d'équipement, de faire un peu le ménage avant d'ouvrir la salle à manger, etc., d'ajouter quelques petits équipements. Alors donc, et ça s'ajoute aux aides financières qu'on accorde déjà. Alors donc, au niveau de la cellule stratégique, je voudrais remercier les membres de la cellule stratégique. On s'est réunis la semaine dernière. On a concocté un peu la programmation qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, on a pris la décision que cette cellule stratégique-là va rester active pour suivre de très près le déconfinement progressif et surtout s'assurer que la ville aussi, on va retourner progressivement en mode normal dans la desserte de nos activités. Alors, je voudrais donc remercier, outre le président de la commission des sports, M. Jeannot Demers, je voudrais remercier les membres de ce comité, Mme Isabelle Demers, Mme Amélie Landry, Mme Brigitte Duchesneau et M. Guy Dumoulin et Serge Côté. Je voudrais aussi remercier, au cours des 2 dernières années, des gens qui ont fait un travail extraordinaire, donc au niveau de ce qu'on a connu comme confinement et pour être capable d'aller chercher quand même et d'offrir le maximum de services. Je voudrais féliciter M. Luc de la Durantais, qui est vraiment le coordonnateur de la sécurité civile, qui fait un travail exemplaire et qui a été capable, pendant cette pandémie, de suivre un peu l'orientation de notre cellule stratégique qui est à l'effet. On applique les mesures, nous, de la santé publique.
ça prend un boss dans l'organisation, c'est la santé publique. Et nous, on a toujours appliqué les mesures avec rigueur, mais en même temps, là, quand il y a des assouplissements, ben, on suit les assouplissements et on essaie de voir comment on peut maximiser les services à notre population. Et ça, je pense que cet équilibre-là, on l'a bien réussi. Merci aussi à la direction générale. Ça a demandé énormément d'efforts ces 2 dernières années et à tout notre personnel, 1500 employés de la Ville, qui ont accepté souvent des tâches qui ne sont pas habituelles, qui ne faisaient pas partie de ce qu'ils font normalement. Par exemple, des techniciens au niveau de la bibliothèque qui se sont transformés en brigadiers scolaires. Alors, on a eu beaucoup d'exemples comme ça d'adaptation de nos services au niveau, par exemple, du service incendie, des travaux publics. Alors donc, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble de notre personnel pour leur contribution exceptionnelle. Donc, à la vitalité de notre ville. Et j'ai vu aussi nombre d'employés et de gestionnaires. Puis en passant, beaucoup de gestionnaires à la retraite de la ville de Lévis qui ont repris du service dans des organismes pour venir épauler des organismes communautaires, leur faire part de leur expertise. Puis moi, souvent, ils m'appelaient pour me dire, écoute, je suis à ma retraite, mais là, je reprends du service pour aider le grenier, pour aider nos organismes. Je parle du grenier parce qu'évidemment, c'est important à un moment donné de nourrir les gens pendant cette pandémie. Il y en a qui ont connu certaines difficultés. Alors donc, voilà ce qui est intéressant pour nous. Et nous, on est très fiers du chemin parcouru jusqu'à maintenant, mais on est surtout fiers du fait que maintenant, on a un calendrier, ce qui va nous permettre de mieux planifier nos activités. Alors, voilà pour cette présentation. Je ne sais pas si M. Demers avait quelque chose à ajouter à ce propos. Ça résume très bien, M. le maire, la pensée que la Commission de sport et loisirs, on a pour la ville de Lévis, puis pour les familles surtout. Puis dans le contexte de pandémie, avec le calendrier de déconfinement, comme vous avez si bien dit, il est à temps et je crois qu'on va tout faire en notre pouvoir, puis avec nos fonctionnaires de la ville, avec une collaboration vraiment spéciale avec eux, pour ouvrir nos plateaux sportifs le plus vite possible, puis d'en faire profiter nos citoyens. Je crois que c'est urgent. Tout le monde en a besoin, et même nous aussi, on en a besoin. Merci. Alors, voilà. Alors, c'est complété pour nous. Alors, on est très heureux de faire ces annonces-là. Sachez qu'au niveau du prolongement des activités d'Arena, ça va être annoncé dans une semaine maximum, une semaine et demie. Là. Alors, l'horaire va être annoncé, quels sont les arénas qui seront touchés. Et puis, ça va être très intéressant pour la population, cette prolongation des horaires d'Arena. Alors, donc, on est très fiers de le faire. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons maintenant procéder à la période de questions concernant les sujets du jour. Comme il y a de nombreux journalistes aujourd'hui, je pense que je vais vous demander de lever la main. Là, ça va m'éviter de faire 2 tournées pour rien. On va prendre les autres questions par la suite. Alors, une première question de Mme Stéphanie Martin du Journal de Québec. Allez-y, Mme Martin. Oui, bonjour à vous deux. Donc, je comprends que les arénas qui seront ouverts plus longtemps ne sont pas encore déterminés. On en a. Pouvez-vous me dire combien et sur le nombre total d'arénas? C'est ma première question là, pour bien comprendre quelle ampleur ça prend. Bien, ça va être minimalement, on va essayer peut-être d'avoir minimalement un aréna par arrondissement. C'est ce qu'on vise. On en a minimalement identifié 2 pour le moment. Je peux vous les nommer. Charny et Lévis. Alors, pourquoi Charny et Lévis? Parce qu'ils sont dotés de systèmes qui font en sorte qu'on n'est pas obligé, ça c'est plus technique, là, Mme Martin, ce que je vous explique là, mais il y a certains arénas où il faut donner un break, hein, il faut vraiment faire fondre la glace pour la régénérer après. Alors, voyez-vous, mais on en a qui sont équipés d'un système qui permettrait à la limite une utilisation à l'année. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être Charny-Lévis et on regarde pour la possibilité d'en trouver une autre parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a des arénas qui sont gérés dans des partenariats publics-privés. Alors, on va regarder avec ces arénas-là aussi. C'est en évolution actuellement, mais minimalement, on en a 2. Donc, notre objectif, ce serait d'en maintenir 3. Et là, ça permet d'offrir vraiment une programmation parce que les heures de glace habituelles de la ville, ça va être terminé au 1er avril. Donc, ça vient de libérer beaucoup d'espace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui devient intéressant. Notamment pour la pratique du patinage libre. Ce qu'on veut, c'est d'avoir dans ces arénas des créneaux intéressants pour le patinage libre. Tu sais,
On arrive au mois de mars, avril, les gens sont fatigués, sont tannés. Tout à coup, un coup de pluie, nos patinoires extérieures sont inutilisables, vous voyez? Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux familles, bien, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, rendez-vous à telle aréna, c'est possible de faire du patinage libre en famille. Alors, c'est un peu ça notre objectif, au fond, c'est de mixer les deux. Puis en même temps, des organisations de hockey qui souhaitaient organiser des tournois avec ce qui se passe en déconfinement, qui ne pouvaient pas le faire et qui sont peut-être prêts à relever le défi de faire des mini-tournois, des choses comme ça. On sera ouvert aussi, compte tenu qu'on ouvre certains arénas. Évidemment, tout ça dans le respect des consignes et des mesures que le gouvernement va nous édicter. OK. Et en deuxième question, peut-être, M. Demers, vous êtes un habitué des tournois là, et de l'organisation du hockey mineur. Est-ce que je comprends que les équipes actuellement vont devoir condenser leur saison dans la période qui était prévue avant le confinement, donc finir autour de la fin mars? Puis qu'après ça, c'est comme du surplus là, qu'on va permettre en avril, plus pour le patinage, plus pour de la pratique libre. Ben, ce qu'on veut dire là-dedans, Mme Martin, c'est que je ne peux pas décider pour les lignes comment les saisons vont finir et même pour la Coupe Desjardins, pour Hockey Québec et toutes ces choses-là, pour les tournois de fin de saison. Sauf que nous, ce qu'on veut dire ce matin aux organisations de sport de glace aussi, autant aux familles, c'est que si la saison a besoin d'être prolongée ou quoi que ce soit, on est là pour eux, on va être là pour les aider. Puis on va toujours avec les règles sanitaires en fonction. Mais si la Hockey Québec décide que la Coupe Dodge, la Coupe Desjardins, elle se fait plus tard, ben nous, on est ouvert, on est là. Puis on va faire tout en notre pouvoir pour que les jeunes, au moins, finissent leur saison comme du monde, puis pour qu'ils aient du plaisir, puis qu'ils se souviennent de cette année-là, malgré tout, même si c'était pénible. Mais c'est pour ça que là, présentement, on ne sait pas encore ce qui va arriver avec autant que la ligne Franc-Sud, la ligne Chaudière-et-Chemin et toutes les lignes de hockey. Autant pour Québec, c'est la même chose présentement. Mais on va être là, puis on va les accoter. On va faire tout en notre pouvoir pour finir comme il faut les saisons. Juste en complément, M. Demers, la Coupe Dodge, la Coupe Desjardins, ça ne devait pas se tenir à Lévis, ça. Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs. Non, la Coupe Dodge, c'est les équipes qui vont jouer plus tard. Ils ont besoin de pratiquer eux autres aussi. Des équipes de la région, puis on a sûrement dans la ville de Lévis qui vont aller à la Coupe Dodge, j'imagine. Mais la Coupe Desjardins, ça se joue, je pense, dans 15 arénas dans la région de Québec. Fait que c'est sûr qu'il y en a dans la ville de Lévis aussi, j'imagine, qui ont été préparés. Regardez, là, je ne suis pas au courant, mais n'empêche que ces équipes qui vont aller là vont avoir besoin d'heures de glace pour pratiquer, puis on va être là pour les aider. Merci beaucoup. Donc Mme Martin, tout est sur la table. Au fond, ça peut être effectivement des gens qui disent on aimerait prolonger un peu notre saison, d'autres ont des tournois, etc. Donc, on vient de libérer un espace. On vient de libérer énormément d'heures de glace, pour permettre la pratique d'activités. Pour le moment, 2 arénas minimum. On vise à en ajouter minimalement une autre en partenariat avec le privé. Par exemple, on cible, entre autres, l'aréna de glace à Saint-Romuald et peut-être l'aréna Onco à Saint-Étienne. Mais là, j'aime mieux pas prendre trop les devants parce qu'il faut négocier ça avec eux. Là. Comprenez-vous? Alors, c'est un peu ça. Bien, merci beaucoup. On va prendre une prochaine question de M. Alexandre Bellemare du Journal de Lévis. Oui, bonjour M. Demers, M. Lehouillier. Justement, pour faire du pouce là, sur ce que ma collègue disait, on a entendu dans les dernières semaines là, beaucoup d'organisations de hockey mineur notamment qui voulaient reprendre leur saison, allonger leur saison même dans leur tête. Si toutes ces équipes-là décident finalement de reprendre ce mois et demi-là sans activité, êtes-vous ouvert, justement, comme vous avez dit, là vous parlez d'aller jusqu'à 4 arénas, mais si on se maintient à 2 arénas, probablement que tout le monde veut un peu les mêmes horaires, là, fait que ça fait en sorte que je ne sais pas si vous allez pouvoir offrir autant de possibilités pour répondre à cette demande-là ou vous allez vous adapter en fonction. Non, nous, on pense que si on fait affaire avec minimalement 3 arénas, on va être capable de répondre à pas mal de besoins. Okay. Il reste quand même qu'il y a une partie de la saison qui a été faite. Alors là, bien sûr, il y a un retour au match, etc. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a certains arénas qui ne sont pas adaptés à une utilisation prolongée. Alors ça, il faut faire attention. Donc, on a identifié Charny et Lévis qui sont adaptés à ce style
d'éléments. Et on va regarder avec nos partenaires privés aussi pour négocier l'ajout de d'autres arénas si on peut le faire. Mais sachez qu'au fur et à mesure, avec Jeannot Demers, on va suivre la situation de près. Et si on voit qu'à un moment donné, il faut négocier autre chose, on va le faire sans hésitation. Nous autres, notre objectif, là, c'est de dire, parce que vous avez vu le mouvement comme moi, hein, on veut jouer dehors. Bon, ben, c'était ça le mouvement, là, on veut jouer dehors. Puis on le sentait depuis quelques semaines. Parce que, tu sais, quand vous arrivez avec des mesures comme on avait, activité de sport ou de loisirs et cours permis pour un groupe maximum de 25 enfants de moins de 18 ans, vous vous souvenez, c'était ça la norme, sans match et sans compétition. Bon. Alors, tu sais, moi, vous dire une affaire, là, le monde commençait à dire, et ça va pas, là, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. Alors, ça, à un moment donné, il était temps qu'on s'enlève ces enfarges-là, qui, à mon avis, ne changent rien dans le contexte de la COVID actuelle. Et donc, maintenant que ces éléments-là sont levés, on va avoir une certaine demande, mais en réalité, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la prolongation, d'ouverture de nos arénas. C'est une sacrée bonne nouvelle et on va faire le maximum. Donc, nos gens sont à l'œuvre, notre direction de la vie communautaire, M. Bernard, qui s'occupe en particulier des plateaux sportifs, est déjà à l'œuvre et va rencontrer les organismes qui vont nous faire des propositions. On a certainement, par exemple, les gens du tournoi Atome qui vont nous faire une demande, etc. Alors, on va regarder tout ça et on s'ajuste aux besoins. Si je peux me permettre d'ajouter, M. Bellemare, oui. Écoutez, la majorité des lignes de hockey de sport mineur finissaient aux alentours du 15 et 20 février. Il restait peut-être 1 ou 2 matchs à chaque équipe. Fait que normalement, nos arénas ferment en début avril. Fait que si on prolonge jusqu'au mois de mai avec les équipes qui vont performer plus, on est certain qu'on a assez d'heures de glace pour tout le monde. OK, parfait. Puis en sous-question, là, justement, ces ressources-là que vous allez déployer pour allonger cette période de certaines patinoires, là, est-ce que ça peut engendrer peut-être quelques retards dans certaines activités d'été? Non. OK. Non, ça n'a pas d'impact parce que nos activités estivales aussi, là-dessus, on suit ça de très près au niveau de la cellule stratégique sur la COVID. Et donc, on va être fin prêt pour faire face à la musique. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut donner plus de contrats pour nous aider à ouvrir nos plateaux sportifs, etc. Mais nous, là, on veut faire en sorte que ce retour progressif à la normale soit suivi rapidement d'action rapide. Comprenez-vous? Alors, c'est ça notre objectif. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une prochaine question de M. François Gariepi de Radio X. Alors, bonjour, M. le maire. Oui, bonjour. Je vous ai entendu là, remuer un peu de la gorge. J'espère que ce n'est pas la COVID longue. Je prends des nouvelles de votre santé. Je vais vous dire c'est quoi. Lorsque j'ai ça, c'est que ça veut dire que la semaine a été peut-être un peu longue. Un peu trop d'heures, n'est-ce pas, dans la semaine. On a eu une bonne semaine, je dirais. Bien, c'est le fun. Moi, j'adore ça. Je suis passionné avec toute mon équipe. Et disons que cette semaine, on a pris un petit peu les bouchées doubles. Mais vous savez ce que c'est? On est en planification, on est en organisation au niveau de la mise en œuvre de notre programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de travail, mais on va passer au travers et ça va très, très bien. Merci. En lien avec le sujet du jour, M. Laulier, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est là, en fait, pour vous entendre parler de déconfinement progressif. On a eu là, les détails là, concernant les arénas et tout. Mais moi, en fait, j'interviewe souvent des politiciens dans les derniers jours, dans les dernières semaines. À peu près tous ont déclaré l'idée suivante, c'est-à-dire qu'on sent que la population a une écœurite et qui sont très heureux. Enfin, on est très heureux d'entendre parler finalement de déconfinement. J'aimerais savoir, M. Laulier, est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu des citoyens de Lévis qui vous ont contacté? Est-ce que vous avez senti cette écœurite-là? Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais cette fatigue-là que la plupart des politiciens reconnaissent actuellement? Oui, je pense que vous avez raison de le souligner. Alors, nous, ce qu'on sent là, actuellement, depuis quelques semaines, de plus en plus d'organismes, surtout les organismes qui travaillent avec nos jeunes, hein. Alors, beaucoup de représentation. Donc, ça, c'est sûr, où les gens avaient de la misère à comprendre les règles qu'on appliquait. Tu sais, je vous donne un exemple. Quand on appliquait la règle
activité de sport ou de loisirs pour un groupe maximum de 25 enfants de moins de 18 ans, sans match, sans compétition. Là, à un moment donné, les gens ne comprennent plus rien. Alors, ça devient extrêmement difficile à gérer. Et donc, les gens avaient un petit peu le sentiment là, qu'on maintenait des mesures, mais qu'en réalité, on ne justifiait pas le pourquoi du maintien de ces mesures-là. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que la phrase la plus importante qui a été prononcée cette semaine par le premier ministre, c'est « Il nous faut apprendre à vivre avec le virus ». Et je pense qu'effectivement, comme société, on est rendu là. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Libre aux gens de se faire vacciner ou pas, mais vous savez que moi, je suis un partisan de la vaccination. Mais au fond, je me dis une chose, moi, je me suis fait vacciner, je suis convaincu que j'ai eu la COVID au mois de janvier, je suis convaincu que ça a été pour moi bénéfique. Bon, alors donc, super. Alors donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai eu des effets mineurs et puis, je dois dire que je suis en pleine forme. Donc, je me dis, là, on est rendu à l'étape où est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec le virus et il faudra, à l'avenir, que chacun des gestes, que chacune des mesures restrictives qui vont être imposées à la population devront être impérativement justifiées. On ne pourra plus là, arriver demain matin et dire on fait un couvre-feu, on fait ci, on fait ça. Ça ne marchera plus si la démonstration n'est pas faite que ça a un impact direct sur la sécurité publique. Alors donc ça, c'est fondamental et je pense qu'on est rendu là. Mon impression, c'est que le gouvernement veut aller aussi dans cette direction-là, tant mieux. Mais honnêtement, c'est sûr que cette fois-ci, la population va être extrêmement vigilante et très exigeante sur toute restriction non justifiée. Alors donc, on a vu, par exemple, l'impact pour nos restaurateurs, donc à un point tel où nous, on double aujourd'hui la mise pour les restaurateurs, tu sais, dans nos petites sommes qu'on peut leur donner. Mais au fond, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens-là ont vécu l'enfer. Tu sais, alors donc, et on ne veut plus revivre ça personne. Et il va falloir maintenant que les mesures qu'on met de l'avant soient démontrées. Il faut qu'on en fasse la démonstration et que ce soit justifié. Ça, pour moi, c'est fondamental. Je le réitère, là, la meilleure phrase, c'est il faut dorénavant apprendre à vivre avec ce virus-là. Puis quand on est rendu à, on va dire, aux alentours de 90 de la population qui est vaccinée, normalement, on dit que pour atteindre l'immunité collective, il faut avoir 80. Si on est à 90, on l'a, l'immunité collective. Donc, il faut apprendre à vivre avec le virus maintenant. Merci, M. Lehoulier. J'en profite pour dire que moi aussi, j'ai le 3 vaccins et puis vous donnez l'exemple, c'est une bonne chose. Est-ce que je peux vous poser une question concernant le texte de Mme Louise Boisvert sur le site de Radio-Canada qui est paru hier concernant le projet de tunnel ou on attend le deuxième tour? On va attendre le deuxième tour pour passer rapidement par équité, j'imagine. C'est bon. Rien, là. On J'ai dit un ici qui s'occupe de tout ça. Oui, nous sommes pas mal rendus à je n'ai pas d'autres mains levées là, pour les questions. OK, bien parfait. Du jour, donc on va pouvoir poursuivre avec les autres questions. Donc, les journalistes. OK. Alors, merci. Questions. Merci. Puis je ne veux pas non plus là, déroger de tous les principes, des principes démocratiques qui nous habitent tous. Donc, c'est ça. En fait, on comprenait hier là, sur le site de Radio-Canada, sous la plume de Louise Boisvert, là, que vous avez l'air un peu moins confiant concernant le troisième lien. Vous m'aviez déjà confié que des pelletées de terre étaient envisagées. Là, est-ce qu'on sait où est-ce que le tunnel pourrait déboucher? Est-ce que dans le cœur du maire, il y a un endroit qui a été choisi ou qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Bon, alors, au niveau du tunnel Québec-Lévis, ce que j'ai dit, c'est que nous, on appuie entièrement le projet du réseau express de la capitale du gouvernement du Québec. Ce que je dis, c'est qu'il faut maintenant qu'on prenne pour acquis une chose. Le gouvernement a annoncé ses couleurs en mai dernier. Il a dit « Voici mon plan pour la mobilité durable dans la région de Québec qui inclut un tramway, un tunnel, des voies réservées donc ça et l'interconnexion entre les deux rives. » Bon, nous, les voies réservées, c'est réglé. À Lévis, c'est réglé. On a déposé notre plan d'affaires. Go, on devrait procéder. Ces voies réservées-là sont pensées en fonction du tunnel, etc. Il n'y a pas de problème. L'interconnexion dans l'Ouest, tout le concept est réglé. Les deux villes travaillent ensemble pour faire l'interconnexion qui arriverait éventuellement au tramway. Moi, ce que je dis,
c'est qu'on a une chance inouïe d'avoir un gouvernement qui nous propose enfin un plan de match pour la mobilité durable. Enfin un plan de match. Cessons de nous déchirer et faisons avancer ces dossiers-là étape par étape, que ce soit le tramway, le tunnel, etc. C'est sûr que c'est des gros projets. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je l'ai vu, là, mon collègue Bruno va retourner voir les gens sur le tramway, etc. C'est normal. Alors donc, ce que je dis, faisons confiance au gouvernement dans le sens suivant, c'est qu'on va étape par étape. Alors donc, moi, sur le tunnel actuellement, je n'ai pas d'autres renseignements qui me permettent d'ajouter des éléments sur la place publique. Par contre, il y a des éléments intéressants qui sortent et ça, c'est important de les signaler au bon moment. Alors donc, on voit que dans les études qui ont été faites sur le pont de Québec, vous l'avez vu, alors donc, l'étude indique très clairement qu'il n'y a pas d'autre liaison fixe sur le fleuve dans la région métropolitaine de Québec et qu'il n'y a pas de lien fixe à l'est de Québec. Et le lien fixe le plus proche à l'ouest de Québec se retrouve à Trois-Rivières à une distance de 108 km. Le pont La Violette. Exact. Donc, à partir du moment où on sait ça, à partir du moment où on sait qu'il y a une volonté du gouvernement au niveau de la région métropolitaine de Québec et de la capitale nationale, commençons par respirer un peu là, et suivre les dossiers progressivement au fur et à mesure qu'ils avancent. Alors, moi, vous ne m'avez jamais vu condamner le tramway, etc. Ce n'est pas le moment de faire ça. Premièrement, qui je suis pour condamner un projet que le gouvernement appuie, tu sais? Est-ce que je suis, moi, un ingénieur extraordinaire? Qui je suis pour condamner le tunnel Québec-Lévis? Moi, je fais de la politique. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, tu sais, mais il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est qu'il y a des études qui convergent pour dire qu'on est la seule grande région, presque en Amérique du Nord, avec une capitale qui a une seule sortie, qui a une seule traversée entre les deux rives. Et on le voit là, le travail, l'étude qui est faite sur le pont de Québec, en fait, ce que les gens sont en train de dire, ça n'a pas de bon sens. Ce vieux pont-là sert pour le transport ferroviaire, sert pour le transport en commun, va bientôt servir avec la plateforme qui va être faite par le gouvernement du Québec, va bientôt servir pour le réseau cyclable, etc. Je vais vous dire une affaire, dans l'Ouest, là, en termes de désuétude d'infrastructure, là, vous ne pourrez pas battre ça. Essayez pas de mettre du transport en commun sur le pont de la Porte, oubliez ça. Ce n'est pas un pont qui est configuré pour ça. Ça prend un tunnel. Donc, je me dis, à partir du moment où on a ça, puis qu'il y a un gouvernement qui a pris une décision, le gouvernement n'a pas dit, peut-être que je vais faire ça ou peut-être que je vais faire ceci ou cela. Il a pris une décision. Puis cette décision-là est conforme en tout point à l'engagement électoral qu'ils ont pris. Donc, moi, à partir de ce moment-là, c'est quoi le problème? Alors, je ne sais pas, mais essayons donc de faire un peu comme à Montréal. Soyons minimalement solidaires face aux milliards de dollars que le gouvernement propose d'injecter dans la mobilité durable chez nous. Il me semble que ce serait la moindre des choses. En tout cas, à mon point de vue. Et c'est dans ce sens-là, hier, que j'ai dit, essayons de travailler ensemble. Tu sais, moi, là, avec mon collègue Bruno, on a convenu de travailler ensemble. Et qu'est-ce que le maire de Québec me dit sur le tunnel? Je vais attendre les autres étapes. On va regarder ça, tu sais. Alors, il ne dit pas non. Il dit, on va regarder les autres étapes. Alors, bravo, allons-y comme ça. Mais là, au moins, il y a une ouverture de la part du maire de Québec. Il n'y a pas une fermeture complète. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est ça qui devient intéressant. C'est de se dire, suivons les étapes. Même chose pour le tramway. Suivons les étapes. On va voir ce qui va arriver. Alors donc, je me dis, ça ne veut pas dire qu'on n'amène pas des idées et nos points de vue. Ce n'est pas ça que je veux dire. On peut amener nos points de vue. Vous connaissez le mien. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre en considération le fait qu'il y a un gouvernement qui a enfin le courage d'agir dans la région de Québec puis de faire de mettre sur la table des projets pour la mobilité durable. Puis je pense que jusqu'à preuve du contraire, ils sont très sérieux. Donc, laissons-les travailler. Mais moi, actuellement, je suis obligé de vous dire, par ailleurs, que sur le tunnel, moi, je n'ai pas de plans qui m'ont été déposés. J'ai des concepts, les concepts que vous connaissez. Là. Moi, ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est ce qui a déjà été diffusé. Bon, mais je n'ai rien d'autre. Donc, là, le moment est peut-être venu, par contre, d'avoir quelque chose. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est à la table. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais tant que je n'ai rien sur la table,
Bien, écoutez, à moins que, bon, nous, on est en train de réaliser une étude qu'on a commandée sur certains impacts au niveau du tunnel. Alors, on devrait la rendre publique bientôt. Ça vient s'ajouter aux discussions, aux débats. Mais c'est positif, tu sais, ça dit, ben voilà, d'autres ingrédients qui s'ajoutent. Mais au fond, actuellement, ce qui se passe plus, là, c'est plus des gens qui cristallisent leur position contre et qui essaient de convaincre la collectivité d'être contre. C'est plus ça qui se passe dans nos milieux. Tu sais, c'est les gens qui disent hey, moi, là, je suis contre le tramway. Bon, ben OK, on va essayer de convaincre la collectivité que c'est pas bon. Hey, moi, je suis contre le tunnel, on va essayer de convaincre tout le monde que c'est pas bon. Oui, peut-être que ça fait partie de ta job de le faire. Mais cela étant dit, je rappelle qu'il y a un gouvernement qui a pris une décision, par exemple, au mois de mai. Cette décision-là est à 4 volets. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'il y aurait moyen de composer avec la décision qui est prise? C'est la question que je pose. Il y aura pelleté de terre, M. le maire? Moi, je réponds oui. Comment? Il y aura une pelletée de terre avant les élections? Bien, je le souhaite, mais j'en sais rien. C'est ça l'affaire. Comprenez-vous? Et moi, je me dis, bien là, on a une chance inouïe d'un gouvernement qui est là pour développer, présenter la mobilité durable. Alors, essayons de regarder avec lui comment on peut maximiser tout ça. Alors, parce que là, à un moment donné, une journée, il y en a qui disent ah, ben oui, tunnel, moi, je suis contre ça. Ah, finalement, là, tunnel, juste transport en commun. 24 heures après, ils disent ah, finalement, plus de tunnel pantoute. Alors, voilà des positions qui ne tiennent pas. Et voilà des positions qui relèvent plus de la démagogie. Vous voulez mon point de vue? Alors, laissons aller l'évolution du dossier. C'est ce que je voulais dire hier, mais attention, moi, je trouve que le réseau express de la capitale, c'est un des plus beaux projets de mobilité durable qu'on a jamais eu dans la région de Québec. Attendons voir la faisabilité. Tu sais, quand je parle d'étape, attendons voir qu'est-ce que le gouvernement va proposer en termes de faisabilité de ce projet-là. Bonne journée, M. le maire. Je dis, mais là, vous avez raison, c'est que je n'ai pas d'indication à l'effet qu'il va y avoir une pelletée de terre, par exemple. Ça, vous avez raison. On vous le souhaite. Je n'ai pas vu les pelles en or ou en argent, je n'en ai pas vu encore. On va en avoir, je ne sais pas. Merci beaucoup. Poursuivons avec une question de Mme Émilie Pelletier du Soleil. Allez-y. Oui, bon matin, M. le maire. Oui, bonjour. En fait, c'est pour faire du pouce sur ce qui vient d'être discuté. Vous avez dit un peu, bon, le temps qui passe, ça cristallise le point contre. Le fait que M. Marchand ne se prononce pas encore là, en faveur ou en défaveur du projet, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce qu'il est en train de cristalliser son point contre? Non, moi, je trouve ça positif au contraire. Je vais vous dire pourquoi. Au fond, le gouvernement a déposé un grand réseau express de la capitale qui comprend le tramway, le tunnel, les voies réservées, etc. Et vous allez toujours avoir dans des projets de cette envergure-là des gens qui vont se positionner pour, contre, ça, on les connaît, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais en même temps, des gens aussi qui vont dire, ouais, mais au-delà de ça, au-delà du pour, je suis contre. Regardons les projets que le gouvernement a mis sur la table et voyons comment on peut évoluer et améliorer la situation. Alors, c'est le cas, par exemple, du tramway. Je crois savoir que le maire de Québec va retourner en consultation auprès de ces gens. Je trouve ça super. Alors donc, et peut-être qu'on va arriver finalement pour dire « Wow, c'est fantastique, comprenez-vous? » Alors, ce sont de gros projets. C'est sûr que tu n'arrives pas avec des investissements de 3, 4, 5, 6, 7, 8 milliards d'un coup comme ça et penser qu'il n'y aura pas, à un moment donné, de virage important à prendre. Ça, c'est sûr. Mais cela étant dit, je pense qu'à un moment donné, être contre pour être contre, je pense que ça, c'est la pire des positions. Être pour être pour, c'est la pire des positions. Nous, on est pour, mais on a exprimé le pourquoi on est pour, puis on va ajouter un peu d'éléments là-dessus parce qu'on a des choses à dire encore. Au moment opportun, on va continuer à en parler, pourquoi on est pour. Cela étant dit, nous, on laisse aller le gouvernement dans ce qu'il veut faire au niveau du réseau express de la capitale. Et moi, je ne suis pas là pour démolir le tramway, je ne suis pas là pour démolir les voies réservées qu'on veut faire. Tu sais, moi, je suis là pour dire, le gouvernement a un magnifique projet. Essayons donc de voir comment on peut travailler ensemble à le réaliser. Pourquoi? Parce qu'au fond,
le gouvernement a déjà pris la décision de réaliser ces éléments-là. Il l'a pris au mois de mai. J'étais là à la conférence de presse. Donc, ça veut dire que la décision du gouvernement, elle est ferme. Alors, nous, dans le fond, on est prêt à travailler étape par étape. Puis quand va arriver la sortie à Lévis, ben, nous aussi, on va peut-être avoir des commentaires à émettre pour des ajustements qui pourront être apportés, etc. C'est normal. Mais quand même qu'à ce moment-ci, je dirais, moi, je trouve ça effrayant, la sortie à Lévis, ça m'inquiète. Oui, ça peut m'inquiéter, mais j'ai encore rien sur la table qui me permet donc de dire que tout est correct. Mais peut-être que si quand je vais avoir le plan pour la sortie de Lévis, là, je vais être en mesure de dire, bon, OK, nous, au niveau de notre population, si on veut que le projet soit acceptable, il faudrait peut-être ajuster telle chose, telle chose, telle chose. Et voilà, on l'ajuste. Alors, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'actuellement, c'est comme si on avait, ça ressemble à un peu à un orbit de démolition. On démolit le tramway, on démolit le tunnel, on démolit les voies réservées. Finalement, tout aussi bien de rien faire. Tu sais, à la limite. Alors, c'est dans ce sens-là, hier, mon intervention, c'était vraiment de dire, est-ce qu'il y a moyen de relativiser les choses et d'écouter et d'entendre ce que le gouvernement va avoir à dire dans les étapes subséquentes et ce que la Ville de Québec va faire, ce que nous, on va faire, puis ce que la communauté va faire. Alors, ce que vous dites, grosso modo, juste pour bien comprendre, c'est que pour éviter que ce projet-là soit démoli au fur et à mesure qu'on le présente, il faudrait aller de l'avant. Il faudrait faire attention. Tu sais, on ne peut pas arriver et dire un bon matin, hey, moi, là, dans le fond, je suis contre le tunnel, mais je suis pour un tunnel pour le transport en commun. Puis le lendemain, on dit, finalement, regarde bien, là, moi, je suis contre toute forme de tunnel. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça? Ça sort d'où? En 24 heures, on change d'idée. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un gouvernement qui a déposé un plan de mobilité. Faisons un peu comme à Montréal, soyons au moins minimalement solidaires. Là, les gens vont vivre des gros travaux là, dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine à Montréal. Les gens auraient pu dire, ben oui, mais bouchons le tunnel, fermons-le, on n'a plus besoin de tunnel à Montréal. Ben, c'est pas ça que les gens de Montréal ont pris comme décision. Ils ont dit, nous, on accepte qu'il soit restauré. À coût de milliards. Alors donc, c'est un peu ça que je veux dire. Laissons donc les étapes être franchies, que ce soit sur le tramway, le tunnel, les voies réservées. Et après ça, on jugera de la situation en connaissance de cause. Moi, c'est ce que je pense. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. Madame Stéphanie Martin, je crois que vous aviez une autre question. Oui, je voulais revenir sur la pelletée de terre parce que vous avez dit, j'en sais rien, je n'ai pas d'indication à l'effet qu'il va y avoir une pelletée de terre. Pourtant, le gouvernement de la CAQ a toujours promis une première pelletée de terre avant la fin de son présent mandat qui se termine dans quelques mois. Donc, l'indication que vous n'avez pas là, à l'effet qu'il va y avoir une première pelletée de terre, est-ce que ça vous inquiète? Bien, c'est pas que ça m'inquiète. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas d'indication qu'il y a une première pelletée de terre. Par exemple, je vous donne un exemple. Supposons que les travaux commenceraient du côté de Lévis à commencer à faire les approches d'un tunnel. Je n'ai rien de ça qui me permet de le dire. Comprenez-vous, je n'ai pas d'informations qui me permettent de dire que les travaux pourraient commencer dans quel délai, j'en sais rien. Alors, oui, ça nous inquiète. Oui, ça m'inquiète. C'est sûr parce que je n'ai pas d'informations à cet effet-là pour le moment. Donc, ça nous inquiète un peu. Alors, nous, on est sur le qui-vive. Par ailleurs, nous, c'est une chose qui est sûre, c'est que nous sommes derrière le gouvernement pour la réalisation du projet du réseau express de la capitale et c'est la raison pour laquelle je dis laissons les étapes aller parce que là, on dirait que tout chacun est en train de démolir finalement, on est en train de démolir tous les projets. Tu sais, puis je me dis, c'est pas une attitude qui est nécessairement correcte. Tu sais, par rapport au tramway, ben, il y a des étapes majeures à franchir là-dedans. Puis ce n'est pas des petits projets. Vous savez, Mme Martin, tu sais, faire un tramway, là, ça ne peut pas se faire sans impact. Alors, comment on peut travailler pour améliorer ces impacts-là? Ben, je pense que c'est ça la volonté de M. Marchand. Sur le tunnel, le maire de Québec dit, moi, je vais attendre de voir comment ça va se configurer, le tunnel, la sortie du côté de Québec, etc. Voyez-vous un peu la sortie aussi du côté de Lévis, au fond? Il reste des ingrédients à aller voir. Une fois que ces ingrédients-là auront été vus, ben, moi, j'ai confiance que M. Marchand va peut-être dire, ben, super, on procède avec l'ensemble du projet. Alors, c'est un peu ça que je veux dire, c'est que
je souhaiterais qu'on y aille un peu plus avec des argumentaires. Ça, c'est parfait. Quand on amène des arguments, vous avez vu, là, il y en a un argumentaire sur l'étude du Pont de Québec là, qui est sorti, là, à savoir que les autres, ils trouvent quasiment ça bizarre dans l'étude de dire, malheureusement, il y a juste un lien. Ils sont en train de nous dire que le Pont de Québec, il est très utilisé finalement, contrairement à ce qu'on pense. Hein, ferroviaire, le transport en commun, c'est la seule voie pour le transport en commun. Et puis, il va y avoir aussi le réseau cyclable avec la réfection du tablier du pont par le ministère des Transports. Donc, c'est étape par étape. Puis là, il y en a des affaires de régler. Les voies réservées, ça va bien. L'interconnexion dans l'Ouest, c'est pas mal réglé. Tout le monde s'est entendu sur la façon dont ça devrait procéder. Donc, avec les 7-8 quais d'embarquement. Donc, il y a des affaires qui se règlent au fur et à mesure. Mais moi, ce que je fais juste dire, cessons d'être contre nos projets de mobilité, quels qu'ils soient. Et respectons la volonté du gouvernement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, quand vous dites, bon, on est inquiet, vous êtes sur le qui-vive et vous avez aussi dit, quand on arrive avec des projets de plusieurs milliards, il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas de virage important à prendre. Est-ce que vous craignez que le gouvernement prenne un virage important ou même recule sur le projet de troisième lien? Non, moi je crois que le gouvernement va réaliser le projet. De quelle façon il va le réaliser, c'est une autre chose. Je vous donne des exemples. Et, je suis un spécialiste. Ça va-tu être 2 tunnels au lieu d'1? C'est pas impossible, j'en sais rien. Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Chose sûre et certaine, le gouvernement a annoncé un projet de mobilité durable au mois de mai avec la ferme intention de le réaliser. Donc moi, je pense que cette ferme intention-là, elle est là. Moi, ce que je fais juste ajouter, c'est que prenons donc le temps, respirons un peu et prenons donc le temps de bien suivre ces dossiers-là. Oui, de les critiquer quand c'est le temps. Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas là, cesser toute critique. Par exemple, des citoyens et des citoyennes qui sont directement impactés. C'est normal qu'eux autres lèvent la main. Puis, bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut résister à la tentation de sauter dans la démagogie. C'est ça que je veux dire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées présentement. Donc, ça fait le tour des questions. Il y a d'autres mains qui se lèvent. Non, il n'y a pas d'autres mains levées. Donc, ça met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre présence et passez une excellente journée. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci.